Le principal biais, c'est plutôt l'âge, et on voit que dans les cohortes les plus jeunes, les 18-24 ans sont quand même plus enclins à prendre du risque plutôt que les 65 ans et plus. Quand on regarde Warren Buffett, qui est l'un des meilleurs investisseurs, il s'est enrichi plutôt très tard dans sa vie grâce à la finance. Faut garder en tête l'effet des intérêts composés. Malheureusement, c'est pas forcément très excitant parce que c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche du jour au lendemain. Il n'y a pas de recette miracle. Mais effectivement, vendre lors des phases de correction, c'est souvent une très très mauvaise décision. Et surtout, il y a d'autres biais qui sont quand même assez peu justifiés quand on regarde vraiment rationnellement, notamment le fait de sortir des marchés et d'avoir un regard très court terme, puisque quand on regarde le comportement des marchés sur un cycle très long, on a une asymétrie qui devient de plus en plus positive. C'est curieux cette méfiance autour de l'investissement financier, alors qu'investir est tout simplement indispensable pour construire le monde de demain, quelle que soit la manière dont on l'imagine. Et vous savez quoi? Prendre conscience de cette réalité, c'est déjà apporter une première pierre à son édifice. Bonjour, je suis Aurore Perrin et mon objectif avec Just Focus est de mettre en lumière le pont entre des investisseurs qui ont des idées, des projets, des convictions et leurs investissements qui sont un moyen de créer un futur qui leur ressemble. En proposant un nouveau rapport à l'argent, aussi exigeant sur sa performance que sur son sens, Just Focus est une invitation à passer à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Marché. C'est la série de Sapiens, le Family Office, nouvelle génération, qui vous aide à décrypter les produits financiers et à comprendre les grands mouvements de marché. Alors, on a tous en tête l'image d'un investisseur rationnel qui analyse froidement les données pour prendre les meilleures décisions. Pourtant, en réalité, on a parfois l'impression que les marchés sont emportés dans des vagues d'euphorie, on panique totalement lorsqu'il y a une baisse, on a tous des amis qui regrettent amèrement d'avoir acheté une action au plus haut pour la vendre au plus bas dans la panique, et on se rend bien compte que finalement, aucun investisseur, ou en tout cas très peu d'investisseurs particuliers, sont très rationnels dans leur choix d'investissement. Et ces comportements, ils ont été analysés, on appelle ça la psychologie des marchés ou la finance comportementale. C'est pour en parler que j'ai décidé d'inviter Nour Bendimeret, que vous connaissez déjà parce qu'il vient régulièrement sur Focus Marché. Il est directeur des investissements chez Ivesta, le Family Office, Multifamily Office plus précisément. Et il va pouvoir nous parler aujourd'hui de finance comportementale et comment est-ce qu'ils observent avec leurs clients les comportements, les conclusions qu'on peut en tirer et aussi quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour avoir une gestion moins émotionnelle de nos investissements et a priori plus performante parce que moins émotionnelle. Bonjour Nour, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, tu peux peut-être déjà nous lister, alors on va essayer de pas faire une liste à la Prévert, on va rendre le truc un peu vivant quand même pour que nos auditeurs ne s'endorment pas dès la première question, mais quels sont ces biais comportementaux qui nous jouent des tours en tant qu'investisseurs et pourquoi? Et évidemment, comment s'en défaire, mais ça c'est pour après. Alors effectivement, il y a de nombreux biais comportementaux qui existent, qui sont regroupés en plusieurs familles. On a les biais cognitifs, les biais émotionnels, les biais sociaux. Pour faire simple, on a repris la liste officielle de l'AMF qu'on a complétée par plusieurs sources académiques, etc. Les principaux biais, alors effectivement tu l'as évoqué, mais on va voir qu'ils ont des impacts très importants sur la performance, et quand même les comprendre et savoir les analyser et surtout les connaître pour les anticiper et prendre des mesures correctrices, c'est hyper important. On va voir qu'ils sont nombreux et qu'on est tous affectés par ces biais finalement. Vous allez probablement vous reconnaître dans beaucoup de ces biais-là. On se reconnaît nous aussi parfois en tant que professionnels parmi ces biais, mais disons qu'on a appris, ou en tout cas on a des outils pour mieux les gérer. Alors le premier biais, il y en a peut-être deux qui se ressemblent assez fortement, c'est l'aversion au risque et l'aversion à l'ambiguïté. D'accord. L'aversion au risque, c'est l'appétence de chacun pour le risque, mais on voit que les particuliers ont une asymétrie assez forte dans cette aversion au risque. Disons qu'un plus 10% générera beaucoup moins de plaisir que un moins 10% ne générera de stress. Donc on a une vraie asymétrie entre la tolérance au risque. Mmh. Les performances négatives ont un impact psychologique beaucoup plus fort que les performances positives. D'accord. Et donc naturellement, un investisseur va préférer un investissement peu risqué, quitte à ce qu'il rémunère moins, parce que l'aversion au risque va pousser la grande majorité des investisseurs particuliers à prendre peu de risques.
C'est là qu'entre en scène l'aversion pour l'ambiguïté, qui est vachement liée à ce phénomène d'aversion au risque. Les investisseurs vont privilégier un investissement faible, stable, mais plus ou moins connu, à un investissement potentiellement élevé, mais dont l'incertitude sera plus forte. Parce qu'ils anticipent le risque d'éprouver un stress très fort en cas de perte. Exactement. Ok. Exactement. Et donc là, il y a des études assez intéressantes qui ont été réalisées par Opinionway pour BlackRock. Et globalement, les investisseurs préfèrent un investissement quasiment certain qui générera 3% par an à un investissement où tu as 50% de chances de gagner 6%, 50% de chances de gagner 0%. Okay. Alors que statistiquement, l'espérance de gain dans les deux cas est exactement la même. Mais il y a une préférence pour celle qui présente le moins de risques et surtout le moins d'ambiguïté, où ton espérance de gain est quasiment certaine. Mais ça, j'imagine que c'est corrélé à ton niveau de satisfaction de ton niveau de vie actuel. C'est-à-dire que si tu as vraiment beaucoup besoin de gagner de l'argent pour aller bien, tu vas être à même de prendre plus de risques que si finalement c'est du bonus. Donc effectivement, le bonus que tu as gagné, ça va pas changer ta vie, alors que perdre ce confort que tu as réussi à atteindre par d'autres moyens te coûterait davantage, non? Alors, pas nécessairement. Il n'y a pas énormément de dispersion entre les cohortes de revenus. Par contre, on voit des dispersions entre les cohortes d'âge. D'accord. Effectivement, les plus jeunes sont souvent les plus enclins à prendre du risque et les personnes les plus âgées sont plutôt plus défensives. D'accord. Donc il y a plutôt un lien, il y a une corrélation qui est non nulle avec la rémunération, mais qui n'est pas le principal biais. Le principal biais, c'est plutôt l'âge, et on voit que dans les cohortes les plus jeunes, les 18-24 ans sont quand même plus enclins à prendre du risque plutôt que les 65 ans et plus. Ok, donc c'est plus dépendant de ce que tu estimes être ton potentiel de te rattraper derrière, quoi. Potentiellement, effectivement. Et ta durée de vie d'investissement globalement, ouais. Ouais. Oui, non, parce que pour une personne qui est plus âgée, effectivement, si tu sais que l'argent que tu as gagné, tu l'as fait dans des conditions de forme qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui, il est peu probable que tu aies la capacité de regagner ce que tu perdrais, donc il faut surtout pas que tu perdes ce que tu as. Ça peut s'expliquer par ça, effectivement. Okay. Ouais. Ok, je comprends. Parmi les autres biais, on a deux autres biais qui sont assez liés. C'est le biais de confirmation et le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est le fait qu'on va donner beaucoup plus d'importance à la première information qu'on a eue sur un sujet. Le biais de confirmation va venir un peu conforter ce biais d'ancrage, puisqu'avec le biais de confirmation, on va plutôt avoir tendance, lorsqu'on fait de la recherche, à s'orienter et surtout à donner beaucoup plus de poids aux recherches qui vont dans le sens de notre thèse initiale et à ignorer les arguments contraires. Le truc des réseaux sociaux, quoi, en fait. Typiquement. Ça, dans le cas d'un professionnel, c'est extrêmement challenging, parce qu'en fait, dans les marchés, quand il y a une action qui est vendue, il y a un acheteur, un vendeur. Donc, globalement, tu as deux acteurs qui ont des convictions opposées au même moment. C'est ce qui fait la transaction. Et en réalité, si tu veux être positif sur Apple, tu trouves autant de recherches positives que de recherches négatives. Et c'est là où, effectivement, c'est assez difficile de s'extraire de ce biais d'ancrage et de ce biais de confirmation pour vraiment essayer d'analyser ça le plus froidement possible, sans laisser parler les émotions, rester le plus neutre, factuel et froid possible dans l'analyse des investissements. Et donc, connaître ces biais d'ancrage et de confirmation permet lorsqu'on voit des données négatives qui challengent notre conviction, de ne pas les balayer d'un simple revers de manche et vraiment y accorder de l'importance pour challenger sa propre conviction. Ouais, donc ça, c'est aussi vachement lié au temps que tu peux allouer à ton information, en fait. Que moins tu as de temps à y consacrer, notamment si tu n'es pas professionnel de l'investissement, plus tu vas essayer de trouver 2-3 trucs qui vont dans ton sens pour pas y consacrer davantage de temps et analyser en profondeur, en fait. Exactement. Exactement, et donc tu vas privilégier ce qui te challenge pas trop, ce qui est rapide d'accès, ce que tu comprends vite aussi, parce que tu as déjà une thèse engagée. Et donc, effectivement, il y a un lien avec le niveau de compétence aussi des investisseurs. Ok, très clair. Deux autres peut-être effets qui sont très souvent coûteux en termes de performance. Le premier, c'est le biais domestique. Ces 15-20 dernières années, ça a été l'un des biais les plus coûteux pour les investisseurs et surtout pour les investisseurs européens. Les investisseurs européens ont un biais domestique assez naturel et vont privilégier les valeurs de notre zone géographique. Donc souvent, les investisseurs français ont une surpondération très forte sur le CAC 40 vis-à-vis des actions mondiales. Et les investisseurs européens, globalement, une pondération super forte sur le segment européen. Et ça, on le voit très clairement dans différentes analyses de portefeuille qui ont été réalisées chez les particuliers, mais aussi chez certains professionnels.
Les professionnels européens ont tendance à surpondérer le poids des valeurs européennes au sein des valeurs mondiales. Les valeurs européennes, c'est autour de 20% des actions mondiales. Dans les portefeuilles des professionnels et des particuliers européens, on est à plus de 50%. Donc il y a une vraie surpondération, surreprésentation du fait de ce biais domestique qui peut se comprendre, qui peut être naturel parce qu'on a l'impression de connaître mieux son marché domestique, mais en réalité c'est souvent des valeurs internationales. Et surtout, ces dernières années, l'Europe a sous-performé les marchés américains, et donc ça a été un biais qui a été extrêmement coûteux en termes de performance. Et alors que je comprenne bien, parce que j'imagine que pour certains investisseurs, en tout cas privés, ça peut être aussi rationnel, dans le sens où il y a peut-être une volonté de soutenir sa propre économie et donc un choix délibéré aussi de privilégier des valeurs domestiques. Mais quand on parle par contre des investisseurs professionnels, on parle de personnes qui sont supposées avoir une vision globale et avoir une gestion globale et donc qui ne devraient pas surperformer en Europe, c'est bien ça? Exactement. Qui ne doit pas surpondérer en Europe. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Effectivement, si tu laisses entrer des considérations extra-financières comme le choix politique, ça c'est quelque chose qui s'explique rationnellement. C'est normal pour un investisseur particulier, pour le coup. C'est normal, on est humain, quoi. Exactement. C'est pas forcément rationnel, mais ça peut s'expliquer par d'autres biais que les biais émotionnels. Mais si on considère que c'est un objectif extra-financier, dans ce cas-là, ça ne doit pas être remis en question. Ça fait partie de la stratégie d'investissement. Si en revanche, c'est fait uniquement pour se rassurer parce qu'on a l'impression de mieux connaître le marché domestique, là, ça devient un biais cognitif. Et dans ce cas, c'est quelque chose qu'il faut corriger. D'accord. Ok, je comprends, très clair. Le deuxième biais qui est souvent coûteux et que font beaucoup d'investisseurs particuliers, c'est l'effet de disposition. Alors ça, c'est hyper intéressant. Et vous allez sûrement tous vous reconnaître là-dedans, c'est le fait de laisser courir ses pertes en se disant « Bon, j'ai pas vendu, pas perdu, ça va remonter. Ça va repartir. Ça va repartir, voire même de renforcer dans la baisse, et au contraire, de vite couper les positions gagnantes. » Alors que traditionnellement, on a plutôt l'effet inverse qui se passe sur les marchés. Le momentum est quand même relativement puissant sur les marchés, et on a évoqué dans d'autres épisodes le darwinisme des marchés, et en réalité, les valeurs qui surperforment, elles surperforment souvent pour des bonnes raisons, parce que les boîtes se portent mieux, parce qu'elles surperforment économiquement, et donc ces valeurs sur lesquelles on a des positions gagnantes, on devrait plutôt laisser courir les gains, tout en regardant, en ayant du risk management, surveiller, rester quand même très attentif à ses positions, mais plutôt laisser courir les gains et avoir tendance à couper plus rapidement les pertes, puisqu'il y a probablement un élément qui nous échappe, qui fait que cette société sous-performe en bourse parce qu'elle sous-performe économiquement, qu'elle est dans un contexte peut-être défavorable, qu'il faut analyser et pas simplement patienter en espérant une meilleure fortune finalement. Qu'est-ce que tu appelles laisser courir longtemps ou pas longtemps? Tu vois, c'est quelques jours, quelques points. Je me mets à la place d'un investisseur, tu vois, qui constaterait une baisse. Est-ce que c'est dès qu'on perd 0,5 points de valeur, on considère que la perte a commencé? Ou est-ce qu'une perte significative, c'est quand même dire que ça fait un mois que ça dégringole? Il n'y a pas de règle. Okay. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il faut à chaque fois redevenir rationnel. Pas simplement se dire « ça baisse, je ferme les yeux, je touche pas, et on verra ce qui se passera ». Si ça baisse, on redevient froid, on réanalyse la situation sans considérer notre point d'entrée, simplement à l'instant T. Est-ce que si je devais re-rentrer sur cette valeur, je rentrerais aujourd'hui? Ou alors est-ce que je reste uniquement parce que je suis investisseur? Donc d'abord, tu vas essayer de te renseigner pour expliquer cette baisse, en fait. Complètement. C'est important. Okay. Complètement. Et inversement, pour les valeurs qui sont plutôt sur une bonne tendance, se laisser porter par la tendance, oui, mais se reposer la question en permanence. On est assez proche de la philosophie de Warren Buffett sur le sujet. On raisonne jamais en target de prix. On voit souvent dans le marché, c'est assez traditionnel, c'est assez classique en réalité, de donner des cibles de prix sur chacune des valeurs ou des indices. C'est quelque chose qui a assez peu de sens en réalité, et on le voit d'ailleurs, les analystes revoient leurs prix en permanence, et c'est quelque chose qui est toujours ajusté en fonction du contexte. L'idée, c'est simplement de se laisser porter tant que la société ou que l'économie se porte bien. Le jour où il y a un changement de contexte, de situation, de dirigeants, de produits, peu importe, on revoit la situation et on se repose la question rationnellement de conserver ou pas son investissement. Mais l'idée, c'est de ne pas se laisser porter aveuglément et de laisser ces biais cognitifs, ces biais émotionnels driver nos décisions. D'accord, ok, très clair.
Est-ce que tu as d'autres biais en tête Alors ça, c'est quand même les plus importants, les plus classiques et surtout Ok. les plus coûteux en termes de performance. Il y a quelques études qui ont été publiées sur le sujet, qui sont assez intéressantes et on pourra mettre les liens vers ces études dans la bio de la vidéo si ça peut Ah intéresser bah carrément, des ça intéresse auditeurs. toujours. Mais en fonction des différents biais et des différentes zones géographiques qu'on peut observer, ces biais peuvent coûter de 4 à 7% annualisés Ok, sur la performance d'un investisseur. Donc ok, par an. Donc vous imaginez sur une durée de vie de 10 à 20 ans, cumulé, ça devient des biais qui sont extrêmement coûteux en termes de performance. Et pour faire ces études, il y a notamment une méthodologie assez simple qui a été réalisée, c'était comparer la performance d'investisseurs simplement investis sur le S&P 500, mhm, qui ont fait des allers-retours parce que ils ont essayé de faire du market timing, parce qu'à certains moments, ils ont senti que le marché allait surperformer, par d'autres senti que le marché allait corriger, plutôt que de se laisser porter, on fait du market timing, donc sont entrés, sont entrés et sont sortis à différents moments de marché, et uniquement avec ces achats-ventes, sans considérer encore le stock picking, là on est vraiment sur la performance du market timing sur le S&P 500, on est à un coût qui est autour de 4% annualisé ok. sur un cycle de 10 ans. Ça devient extrêmement coûteux, donc le market timing, en règle générale, les professionnels y arrivent difficilement, les particuliers encore moins, et quand on ajoute au market timing l'impact en termes de sélection de valeur et les différents biais qu'on a évoqués sur la sélection de valeur, on rajoute 1 à 2% de destruction de valeur supplémentaire. Ok. Ok, donc c'est considérable. T'as un impact aussi plus collectif de ces biais, tu vois, est-ce que ça vient renforcer, je sais pas, des moments de marché, ou est-ce qu'il y a aussi une forme de responsabilité d'investisseurs individuels versus une forme de collectif qui Hmm. aurait intérêt globalement à voir ces biais se réaliser moins souvent? Alors, enfin oui et non, Je sais pas si on peut le mesurer, hein, peut-être que ma question là-dessus, hein, complètement. mais Mais les deux cas se posent. Oui, enfin la réponse est oui et non, ça va juste dépendre de l'horizon d'observation. Par moment, les marchés peuvent être super irrationnels. mm, Donc on peut avoir des excès haussiers et des excès baissiers. On dit naturellement que les excès haussiers sont corrigés par des excès baissiers et inversement. Donc on a par moment, effectivement, sur des périodes d'observation relativement courtes, après certaines annonces très très fortes, on l'a vu au moment du Covid, on l'a vu au moment du Liberation Day, des réactions de marché qui sont très fortes mhm, et qui sont accentuées dans des contextes où les investisseurs particuliers sont de plus importants parmi les investisseurs globaux. C'est le cas notamment aux États-Unis, les investisseurs particuliers sont devenus très importants et expliquent une certaine forme d'irrationalité dans les marchés, en tout cas dans le comportement des marchés à court terme. mm. Par contre, à très long terme, il y a un autre phénomène qui entre en jeu, c'est la sagesse des foules. Et là, la sagesse des foules, c'est un phénomène très intéressant qu'on observe sur les marchés, mais qu'on observe globalement dans la vie de tous les jours en réalité, c'est le fait que l'intelligence collective est beaucoup plus forte que l'intelligence individuelle. Il y a eu pas mal d'études réalisées, notamment en prenant des passants dans la rue, en demandant à plein de passants, quelle que soit leur origine sociale, leur profession, la taille du mont Everest. Et quand on a un échantillon suffisamment large, on arrive à une réponse en moyenne qui est très proche de la taille réelle du mont Everest. Même si individuellement, certaines réponses peuvent être complètement délirantes, Mm. en faisant la moyenne des réponses d'un échantillon suffisamment diversifié, on arrive à une réponse qui est très proche de la réalité. Ça, c'est le phénomène qu'on appelle la sagesse des foules. Ça s'illustre donc dans des éléments aussi anecdotiques que celui-ci, mais dans les marchés, ça prend complètement son sens. Les marchés, avec l'interaction de différents investisseurs, de différents profils, autant des particuliers que des investisseurs institutionnels, que des investisseurs institutionnels de très long terme, que des traders, finalement, on a une multitude d'acteurs de marché qui interviennent, qui mettent leur intelligence collective, enfin, individuelle, à profit, et finalement cette intelligence collective, donc la somme des intelligences individuelles, donne un résultat qui est plutôt très bon, ce qu'on va appeler l'efficience des marchés. Et Mm. donc on voit que sur le long terme, la performance des marchés est très fortement corrélée à la performance microéconomique. Donc même si on a des inefficiences de court terme, des périodes d'exagération à la hausse, à la baisse, sur les marchés en règle générale, mais aussi sur certaines valeurs qui parfois sont très chères, parfois sont très décotées. En vitesse de croisière sur le long terme, on a un lien très fort entre les marchés et les fondamentaux, et cette efficience de marché s'explique par la sagesse des foules. Ok, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle si on a du temps devant soi.
En revanche, on se parle du coup plutôt de décisions irrationnelles et de mauvaises décisions irrationnelles qui seraient prises dans des circonstances spécifiques et notamment sur du court terme, de oh, mince, j'ai gagné un peu, je vends tout de suite. Mhm. Ça, comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur soi? Du coup, on se parle plutôt de comment éviter de faire soi-même des erreurs pour éviter de devenir en fait nos pires ennemis en termes d'investissement et mieux gérer ça. Alors, la première étape, c'est d'abord de connaître ses biais. C'est la première étape Mhm. pour essayer de les corriger. Donc ça, il Ensuite, faudrait écouter le début de la vidéo. c'est ça. Ok, alors on recommence. Et essayer de se sonder honnêtement pour voir dans quelle mesure on a été affecté par ces Ouais, biais ok. historiquement et essayer vraiment activement de ne pas reproduire ces erreurs. Ensuite, la meilleure solution, parce qu'on est souvent le moins bon guide pour ses intérêts personnels, c'est de déléguer ces décisions d'investissement à un tiers. Prenons Sapiens ou Ivesta pour ne pas les citer, à un tiers de confiance qui, lui, aura moins d'émotion dans la prise de décision, parce que ça ne sera pas directement... c'est un professionnel, premièrement, et surtout, il n'y a pas ce lien émotionnel, finalement. C'est des décisions qui sont beaucoup plus froides, beaucoup plus professionnelles, et donc de déléguer cette décision permet aussi de limiter les biais émotionnels. Et ensuite, ce que nous, on applique chez Sapiens et Ivesta, c'est vraiment... Enfin, ce qu'on recommande et ce qu'on implémente chez nous, c'est d'avoir une méthodologie d'investissement la plus froide possible. 2 éléments très, très concrets. Lorsqu'un client arrive chez Ivesta et souhaite déployer son capital, on recommande une stratégie de déploiement en DCA. Donc le DCA, c'est le Dollar Cost Averaging. Ça va être une stratégie de déploiement programmée, lissée, très froide, quel que soit le contexte de marché. Ça, c'est sur quelle période, par exemple? Alors, ça va dépendre des clients, de son appétence bien au sûr. risque, des montants, mais globalement, sur une année ou deux, en fonction des différents profils, on a notre secret sauce interne, mais disons, autour d'une année, ça peut être intéressant en fonction du contexte, et ce, vraiment de façon agnostique au contexte, quel que soit le contexte de marché. En plus de cette méthodologie de DCA, on va voir ce qu'on appelle une antichambre. Une antichambre, ça va être une réserve de trésorerie qui va nous permettre de profiter des exagérations baissières de marché. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est on va placer des ordres dans le marché à moins 10, moins 20% pour profiter des corrections de marché, et surtout, on va le faire en amont de la correction, donc les ordres seront mis à jour en fonction des évolutions de marché, pour que le jour où ça arrive, lorsqu'on est à moins 10 ou moins 20, on ne se repose pas la question d'y aller, parce que à ce moment-là, lorsqu'il y a moins 10, moins 20 sur les marchés, il y a beaucoup d'émotions qui entrent en jeu. Nous, on se pose la question, mais on ne repose pas la question, on ne rechallenge pas cette décision auprès du client, c'est quelque chose qu'on a validé ensemble en amont. On en discute avec le client, évidemment, parce qu'on a toujours besoin de l'aval du client pour agir, mais c'est quelque chose qui est décidé en amont, qui nous permet, le jour où ça se produit, de considérer que ceci s'intègre dans un plan qui est méthodologique, qui est vraiment méthodique, qu'on va respecter scrupuleusement, qui est prédéfini en amont, et qui nous permet d'agir de façon la plus froide possible. Ça a été bénéfique en 2020, on a saisi les points bas de marché grâce à cette méthodologie, en 2022, et partiellement en 2025, au moment du Liberation Day aussi, qui nous a amené à des corrections autour de moins 20%, alors que si vous vous remettez dans ce contexte-là, c'était extrêmement dur, émotionnellement, d'investir finalement sur les marchés. Donc avoir une méthode, une rigueur, ça nous permet d'éliminer un maximum de biais émotionnels. Oui, parce qu'en fait, dans ces périodes de volatilité forte ou d'incertitude, au-delà du biais qui consisterait à sortir de position, de choses comme ça, souvent aussi le comportement classique, ça va être aussi de rien faire, quoi, de se dire, oh là là, je sais pas trop ce qui se passe, j'attends. Et c'est là qu'en fait, on a un manque à gagner. Effectivement, cette stratégie opportuniste, elle vient permettre d'aller prendre un petit peu de valeur dans ce moment-là. Okay. Alors, ne rien faire, c'est déjà c'est coûteux, mais c'est déjà un moindre mal. Vendre, c'est la pire décision. Vendre lors des moments de phase de correction, c'est souvent une décision regrettable. Les marchés en vitesse de croisière, en tendance de très long terme, sont plutôt haussiers. Il y a eu quelques phases, quelques décennies perdues dans l'histoire, mais quand on regarde un petit peu en avant, on a plutôt des perspectives de croissance aujourd'hui qui sont relativement bonnes au niveau global. De la volatilité qui sera là et dont il faudra bénéficier, notamment avec cette antichambre qu'on espère pouvoir déployer pour pas mal de clients lors des phases de correction. Mais effectivement, vendre lors des phases de correction, c'est souvent une très très mauvaise décision. Et surtout, il y a d'autres biais qui sont quand même assez
peut justifier, quand on regarde vraiment rationnellement, notamment le fait de sortir des marchés et d'avoir un regard très court terme, puisque quand on regarde le comportement des marchés sur un cycle très long, on a une asymétrie qui devient de plus en plus positive. Si on regarde la performance des marchés à 1 an, et pour ça on a fait une étude sur le MSCI World, donc l'indice des principales valeurs cotées au niveau mondial, depuis 1969 jusqu'en 2026. Si on regarde la performance du marché coté sur 1 an, il y a une asymétrie qui est, enfin une symétrie plutôt, qui est plutôt normale. Globalement, les statistiques, c'est on a autant de chances de faire moins 45% que de faire plus 60%. Donc il y a une symétrie qui est assez forte, que la performance maximum sur 1 an, c'est 60%, la performance minimum, c'est moins 47%, même si en moyenne, on est autour de 10% sur une performance de 1 an, il y a quand même une asymétrie qui est assez forte. Okay, ouais. Quand on regarde plutôt à 5, 10 ou 20 ans, cette asymétrie est beaucoup moins forte, et surtout, en moyenne, on a une performance qui est positive. Donc si on passe de 1 an à un regard sur 5 ans, en moyenne, on a une performance qui est toujours de l'ordre de 9-10%, on est à 9,5 sur une fenêtre de 5 ans. Par contre, le minimum, il est plus à moins 47, mais il est à 5%. Là, on est en performance annualisée. Énormément, ok. C'est en annualisé. Okay. Donc, on a en moyenne moins 5% annualisé, et la performance positive, elle est de 35%. Annualisé ? Annualisé. Ah oui. C'est des très bons énorme. cycles. Ouais, c'est des très bons cycles. Ok. Et lorsqu'on passe à 20 ans, ou même à 25 ans, prenons 25 ans parce que c'est un exemple très marquant, sur un cycle de 25 ans, depuis 1969 jusqu'à aujourd'hui, donc on a regardé des fenêtres qu'on va appeler rolling, avec des décalages mensuels, sur 25 ans, la performance minimum moyenne historique, elle est de 5,5. D'accord. Donc en fait, quand on est un investisseur particulier, il faut vraiment s'insérer dans le temps long, et ça nous permet aussi de nous désensibiliser du risque de court terme. Historiquement, un investisseur qui a été investi sur les marchés actions internationaux, sur le MSCI World, au moins pour 25 ans, n'a jamais perdu d'argent. D'accord. C'est ce que nous dit cette stat de 5,5% au minimum en annualisé sur une fenêtre de 25 ans. Donc un investisseur qui est resté très longtemps sur les marchés, plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit sur les marchés finalement. Plus on reste longtemps, plus cette asymétrie est favorable et nous permet de nous désensibiliser du risque de court terme. Ok, donc je comprends bien. Donc si je récapitule, on a tendance à prendre des décisions sous le coup de l'émotion et non pas sous le coup de la raison, et donc à prendre des mauvaises décisions, que finalement, globalement, la sagesse des foules fait que les décisions sont... Enfin, la moyenne des comportements est pas si absurde que ça, et que en plus de ça, on peut gagner en rationalité aussi en privilégiant le temps long. Si je recroise ces 3 éléments, je me dis tiens, ça me fait penser quand même à ce dont tu adores parler, les ETF, la gestion passive, et donc la question qui me vient en lien avec ça, c'est est-ce que pour lutter contre ces biais, il y a des supports d'investissement qui sont à privilégier, ou des manières d'investir, ou la méthode que tu décrivais tout à l'heure, à privilégier pour gommer au maximum ces biais ou s'exposer le moins possible. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais on a tourné d'autres vidéos sur la gestion passive sur les ETF, et je vous invite à la regarder si c'est pas le cas, parce que je pense que ça peut être assez complémentaire de ce qu'on va se dire maintenant. Alors, effectivement, pour des investisseurs particuliers, qui ont assez peu de temps et parfois peu d'expertise à allouer à l'exercice de stock picking, de sélection de valeurs, passer par un ETF qui va être diversifié, et notamment sur les large caps, c'est très performant, très pertinent surtout. Idem, déléguer le choix des valeurs à des gérants actifs professionnels sur les segments peu efficients peut avoir aussi beaucoup de valeur ajoutée. Donc la première étape, c'est peut-être essayer de comprendre quelle est votre compétence, et si vous avez une compétence qui est plutôt modeste sur le segment, ne pas hésiter à déléguer cette expertise à un professionnel, premièrement, que ce soit sur des ETF ou sur la gestion active en fonction du segment. Oui, parce que quand tu vois le risque financier que représente un mauvais comportement ou un biais comportemental, enfin une influence des biais comportementaux trop fort sur un investisseur, finalement les frais qui seraient liés à la délégation du service à quelqu'un d'autre sont assez vite absorbés. Très largement compensés. Ouais. Complètement. Okay.
Donc effectivement, vous faire accompagner, premièrement. Deuxièmement, s'enregistrer, s'inscrire vraiment dans le temps long. Il y a assez peu de traders qui s'enrichissent finalement. Quand on regarde Warren Buffett, qui est l'un des meilleurs investisseurs, il s'est enrichi plutôt très tard dans sa vie grâce à la finance. Faut garder en tête l'effet des intérêts composés. Malheureusement, c'est pas forcément très excitant parce que c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche du jour au lendemain. Il n'y a pas de recette miracle. C'est vraiment dans le temps long qu'il faut s'inscrire pour faire de l'argent, pour finalement avoir une performance qui soit très intéressante en jouant sur la fameuse boucle des intérêts composés. Donc peut-être commencer le plus tôt possible, continuer à abonder régulièrement vos plans d'investissement avec cette méthodologie de DCA pour profiter des phases baissières et surtout, dans les phases baissières de correction, ne pas hésiter à renforcer vos positions sur les indices diversifiés. Sur les valeurs individuelles, c'est souvent assez différent comme raisonnement. Une valeur qui a plutôt tendance à chuter en bourse, les fondamentaux sont naturellement pas très bons et donc il est intéressant de potentiellement couper les positions. En revanche, sur des valeurs, sur des indices diversifiés, là, il faut faire confiance au darwinisme des marchés et considérer que c'est plutôt un moment attractif, un point d'entrée attractif, et renforcer ses positions pour ensuite se laisser accompagner et profiter de la hausse des marchés, accompagner la hausse des marchés sur le temps long. Ok, très clair. Écoute, merci beaucoup Nour. Je ne sais pas si tu voulais ajouter d'autres points ou si on a fait le tour de ce qui venait en tête par rapport à la psychologie des marchés. Moi, je pense que c'est assez intéressant. On a fait le tour. Tu as évoqué en conclusion les principaux éléments, notamment la sagesse des foules et finalement cette double lecture entre des individus très irrationnels et la collectivité qui est souvent rationnelle en moyenne, globalement. Donc c'est un phénomène assez intéressant. Et faites quand même très attention à vos biais psychologiques. Ça peut être très coûteux en termes de performance. Ouais, c'est assez intéressant, tu vois, je me posais la question, quand on évoquait ça, finalement, dans tout ce qui est investissement non coté où tu es bloqué pour 10 ans, finalement, la question de sortir parce que ça baisse se pose pas puisque tu ne sais pas que ça baisse, ou en tout cas suffisamment tard pour que ce soit plus le sujet. Je sais pas s'il y a des études qui ont été faites, mais si on est capable de mesurer en fait ce qui dans cette surperformance qu'on peut espérer de la part des marchés cotés est finalement lié juste au fait que tu ne puisses pas avoir de biais dans ta manière d'investir. Ça serait intéressant de creuser ça. Je sais pas si on a des éléments. Toi, si peut-être que c'est aussi un truc qu'on peut rajouter en description si tu n'as pas d'éléments là. Alors, il y a effectivement l'illiquidité offerte par les marchés, qu'imposent les marchés non cotés, rend un service aux investisseurs. Ça, c'est certain, ça vous empêche de prendre des mauvaises décisions. Et on l'a évoqué tout à l'heure, ces mauvaises décisions, d'après les études, coûtent 3,5%, 3,8% pour être très précis, 3,8% annualisés par an. Donc en fait, l'impact, on l'a dans cette étude qui a été publiée, dont on pourra vous mettre le lien. C'est effectivement extrêmement fort. Si on avait un investisseur qui allait sur le S&P 500 et qui ne pouvait pas sortir, donc un S&P 500 illiquide, il économiserait 3,5% par an. C'est absolument phénoménal. Et les marchés non cotés offrent cette protection contre l'irrationalité de certains investisseurs. Et en plus de ça, il y a une prime d'illiquidité qui est estimée autour de 3% par an. Donc c'est quand même assez intéressant et surtout c'est une bonne diversification dans un patrimoine global. Ouais, ok. Bon, on reste là-dessus. On explorera ces autres dimensions dans plein de supports en plus. Donc merci beaucoup déjà pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui, Nour. Et puis je vous dis à tous à très vite. À très vite. Et voilà, Just Focus, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à Sapiens qui a rendu possible sa réalisation. Si vous voulez faire le point sur votre situation patrimoniale ou découvrir la sélection exclusive de Sapiens, rendez-vous sur sapiens.com. Vous pourrez parcourir leur offre en autonomie ou prendre rendez-vous avec un family officer pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé et sur mesure. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, il existe plusieurs manières de le faire. C'est archi simple pour vous et ça change vraiment la donne pour nous. Première chose, vous pouvez en parler autour de vous et le partager largement sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, vous pouvez laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très vite.